Bonjour tout le monde, je m'appelle Roméo et aujourd'hui je veux beaucoup parler d'un projet qui s'appelle Yoni, que j'ai appelé Yoni. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait des années et des années que je travaille sur celui-ci et il est temps aujourd'hui de le partager, de le rendre public dans sa globalité. Et à partir de dimanche 21 novembre 2021, je vais lancer une cagnotte. Cette cagnotte a pour objectif de toucher les gens qui sont sensibles à la cause dont je vais parler, mais également de rassembler un certain nombre de ressources financières qui vont me permettre de mettre en place des projets qui me semblent être très importants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà peut-être me présenter, expliquer comment j'ai été amené à travailler sur ce projet et comment les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour arriver aux solutions que je propose aujourd'hui. Car nous allons beaucoup parler des femmes et de leur mise en lumière, de leur mise en avant, du fait de créer des situations, des prises de conscience au niveau global, pour que en fait cette planète devienne un lieu de vie sympathique, agréable, au moins pour les femmes, et évidemment dans l'idéal pour tous ses habitants. Alors, j'ai deux enfants dont j'aime beaucoup, qui m'ont d'une certaine manière en fait appris un certain nombre de choses qui m'ont permis de mieux comprendre le pourquoi de ces projets et qui m'ont évidemment donné la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Car évidemment, si j'essaie de faire en sorte que les choses changent ou évoluent dans ce qui me paraît être plus positif, c'est principalement pour eux. Et en fait, dans cette histoire de génération et de transmission et d'héritage, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, si je dois parler de moi pour situer d'où je parle et que les gens comprennent bien quel est aujourd'hui mon état d'esprit, je dirais que en fait j'ai toujours beaucoup aimé les femmes, depuis mon enfance, et sans vraiment comprendre pourquoi, en réalité, sans trop me poser de questions, parce que j'étais un enfant qui voulait tout simplement faire plaisir à ses camarades, à ses copines, et sans intention autre que de les voir plus joyeuses qu'elles ne l'étaient. Et je le faisais de façon totalement innocente, par des petites actions, par des petits compliments. Parfois, j'écrivais des petits poèmes. Et je savais que ça allait toucher le cœur de mes amis et que ça allait les rendre un peu plus, ouvertes à ce qui se passait dans leur vie. Ça leur permettait de relativiser un certain nombre de choses et moi ça me faisait plaisir. Et c'est, on va dire, cette façon de réfléchir, de penser, je l'ai gardée jusqu'à quasiment mes 20 ans. Et sachant que je n'avais aucune intention de les séduire ou d'avoir une sorte de relation romantique quelconque. C'était vraiment dans un souci simplement de faire en sorte que les femmes autour de moi soient bien, tout simplement. Et au fur et à mesure, évidemment, j'ai été confronté à des remarques, surtout de la part de garçons, de jeunes hommes, qui voyaient dans ma façon de faire une sorte de manipulation. Et petit à petit s'est insérée en moi l'idée qu'une possible manipulation une possible manipulation inconsciente était peut-être l'origine de ma volonté de faire plaisir à mes amis, filles, femmes, jeunes femmes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai
j'ai perdu cette innocence en fait. Et disons que, et puis, dans la foulée, j'ai eu ma première copine, donc à 19-20 ans. Et donc du coup, les choses se sont un peu tassées à ce niveau-là. Et j'ai toujours continué à essayer de faire plaisir, mais avec toujours ce soupçon que j'avais moi-même de me dire est-ce que je lui fais un compliment parce que je le pense vraiment ou parce que j'ai envie de lui faire plaisir, ou est-ce que je suis dans une sorte de séduction, de narcissisme inconscient, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et que j'ai finalement abandonné. Avec le recul, je me rends compte qu'en réalité, quand j'étais plus jeune et que j'écrivais des poèmes pour mes amis, pour mes copines, en réalité, je faisais aussi des actions pour les hommes. Car par exemple, une fois par an, je prenais tous les prénoms et les noms de mes camarades de classe et j'écrivais une histoire qui était souvent assez drôle. Et en fait, en faisant cela, ce qui m'importait, c'était de faire comprendre à tous mes camarades que si on était là ensemble et qu'on devait partager en fait plusieurs mois dans la même classe, c'était parce que quelque part nous avions une histoire à raconter ensemble. Bien entendu, comprendre quelle était cette histoire n'était pas aisé, mais nous pouvions en créer une. Et c'est exactement ce que je faisais, donc je racontais une histoire en conte que j'inventais et où chacun avait sa place. Et ça me faisait plaisir, et le plaisir que je ressentais était à son summum lorsque je voyais mes camarades lire l'histoire en question, essayer de repérer s'ils avaient bien été intégrés dans cela, et voilà. Et donc avec le recul, je comprends qu'en réalité, j'étais dans ce qui m'anime aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'action collaborative où chacun trouve sa place, et dans une idée de faire plaisir à des femmes, et de faire en sorte que, je pense qu'inconsciemment, ce que je me disais, c'est que si mes copines, mes camarades de classe filles, se sentaient bien, et tout allait bien se passer dans la classe en fait. C'est vraiment ce que je me disais. Mais c'était encore une fois quelque chose de totalement innocent parce que c'était né dans le cerveau d'un enfant de 6 à 14 ans, quoi. Donc voilà. Par la suite, ce qui s'est passé, j'ai été ramené à cette façon de voir les choses et de voir la vie et de voir les relations avec les autres, et notamment avec les femmes, lorsque j'ai perdu ma mère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a eu un cancer du sein qu'elle a vaincu, puis qui s'est transformé, les effets secondaires l'ont amené à avoir une leucémie, donc un cancer du sang, qui malheureusement l'a emporté. Et ce combat contre la maladie, contre les maladies, a duré plusieurs années, quasiment 4 ans. Donc plusieurs années passées alitées dans un hôpital. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, beaucoup de temps à discuter et à échanger plein de choses, des secrets, des petits secrets, des petites histoires. Elle m'a par exemple confié que le prénom qu'elle avait toujours voulu me donner et puis me voir porter était Roméo. C'était déjà mon nom de baptême, mais personne ne m'appelait comme ça à part mon grand-père. Et en fait, elle m'a avoué qu'en réalité, c'est comme ça qu'elle a toujours voulu m'appeler et que quand j'étais dans son ventre, c'est le prénom qu'elle me chuchotait. Et à partir de ce moment-là, c'est créé en moi l'idée de remplacer le prénom par lequel j'étais appelé jusqu'alors par Roméo. Et aujourd'hui, ça me fait sourire parce que lorsque je parle du projet Yoni et que je donne le prénom Roméo, ça crée toujours une réaction assez particulière et certains trouvent ça bizarre, d'autres trouvent ça romantique. En réalité, ça n'a pas été prémédité, mais je comprends que ça paraisse drôle aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'étais vraiment dans cette ambiance de confidence avec ma mère et de confiance, bien entendu. Et cela m'a permis en fait de lâcher un certain nombre de choses avec le recul, de comprendre que dans ces échanges que nous avions, en réalité, elle me faisait
tout simplement reprendre confiance en moi, en me permettant d'assumer totalement toutes mes émotions, ma vulnérabilité, le fait de ne pas tout contrôler, etc. etc. Et le fait de tout simplement faire les choses pour faire plaisir, sans trop me poser de questions. Et donc c'est un moment pour moi de retraite, de réflexion, une grande période de développement personnel. Et j'en parle parce que en fait ça m'a permis de construire en fait tout le projet en gardant à l'esprit cette idée de jeu, de simplicité, de lâcher prise, etc. etc. Et lorsque ma mère est décédée, le jour de sa mort, j'ai pu passer quelques minutes tout seul avec elle. Et c'était un moment vraiment exceptionnel, magique, c'est une sorte de rituel, je pense. Et à ce moment-là, je l'ai observé quelques instants, et il s'est passé un truc particulier, dans le sens où je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vue aussi paisible, aussi tranquille, aussi limite détendue, relâchée de toute sa vie. À l'époque, j'avais 32 ans. Et il s'est passé une double réflexion en moi, c'est-à-dire que je me suis dit, enfin, elle est tranquille, c'est le moment du repos, elle va pouvoir être débarrassée de tous les maux, tous les problèmes qu'on vit sur Terre en étant incarné, etc. Donc c'est super. Mais de l'autre, je me suis dit, mais comment ça se fait que pendant plus de 30 ans, je n'ai pas pu la voir aussi tranquille ? Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas pu faire ce que je devais faire pour justement lui rendre la vie plus joyeuse, plus tranquille ? C'était très bien d'écrire des poèmes pour mes camarades de classe, mais je ne l'ai jamais fait pour ma mère. Et à pas mal de reprises, j'étais parfois même la source de son mal-être, de son stress, de son inquiétude. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais entre le soulagement et la culpabilité. Et en réalité, à ce moment-là, j'étais dans une profonde dépression, mais je l'ignorais, bien entendu. Parce que j'étais encore, même si j'avais fait déjà un premier travail, j'étais encore dans le fait de tout maîtriser, de tout contrôler, et bien sûr d'être une sorte de bonhomme qui maîtrise, quoi. Donc évidemment, vu que j'avais déjà anticipé son décès, je m'étais préparé, et donc cela ne pouvait pas passer par de la tristesse non maîtrisée, ou voilà. Donc j'étais vraiment dans ce délire que j'ai réussi à dépasser depuis lors. Mais pendant en tout cas plusieurs années, c'est quelque chose qui a été très pesant, parce que j'étais incapable d'ouvrir mon cœur déjà à qui que ce soit. Et surtout, je me demandais comment faire pour compenser d'une certaine manière le fait de ne pas avoir été à la hauteur de ce dont avait besoin la première femme de ma vie, c'est-à-dire ma mère. Et du coup, j'avais quand même besoin de rencontrer des gens, même si j'avais absolument aucune libido, même si j'avais aucune envie d'avoir une relation romantique sur le long terme. J'avais quand même besoin de rencontrer des gens, ne serait-ce que pour parler, ou surtout pour écouter. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de femmes sur des sites de rencontres. Et l'idée à chaque fois, je les prévenais en leur disant, écoutez, moi en ce moment, je ne suis pas du tout en mode romantique ou relation charnelle, je veux juste une relation amicale, donc je veux bien t'écouter si tu veux. Donc à chaque fois, je disais ça. Donc certaines n'étaient pas intéressées, mais plusieurs d'entre elles ont compris que j'étais dans une sorte d'écoute bienveillante, etc. Enfin, qui voulaient en tout cas être bienveillantes. Et donc ils ont commencé à me raconter en fait leurs histoires personnelles, voire leurs histoires intimes. Et là c'est très très important parce que en fait ça va être le déclic du projet Yoni, parce que en fait dans toutes les histoires qu'elles vont me raconter, il va y avoir beaucoup d'histoires
super dures, des histoires d'agression, des histoires de viol, et je vais accueillir en fait toute cette vulnérabilité, toute cette tristesse. Et là, je vais me dire, ok, ce que j'ai pas pu faire pour ma mère, je peux le faire, je peux le mettre en place pour d'autres femmes. C'est-à-dire, toutes les situations un peu délicates, un peu difficiles, où elles ne peuvent pas être totalement elles-mêmes parce que la société veut qu'elles soient différentes, ou qu'elles se sentent obligées de jouer un rôle, de mettre un masque, qui va, et que ce comportement, entre guillemets, va se retourner contre elles, parce que derrière le masque, en fait, elles ne pourront plus justement se révéler telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire aussi puissantes qu'elles le sont, ou aussi sensibles, etc., etc. Et donc, plusieurs d'entre elles vont être obligées de jouer des rôles avec des hommes qui vont largement en profiter, en abuser en réalité. Et puis au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi de ma propre incapacité à comprendre certaines choses, parce que justement, trop dans le mental, trop dans cette vision des choses où on a l'impression qu'un problème égale une solution, et que la solution peut arriver en 3 secondes, parce qu'on maîtrise, et parce qu'il suffit de travailler sur le mental, travailler sur ci, sur ça, etc. Et l'exemple en fait que je vais vous raconter maintenant vraiment illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que l'une de ces femmes va me raconter en fait sa première fois, enfin la première fois qu'elle va avoir une relation sexuelle avec un homme. Et donc elle va me raconter plusieurs fois cette histoire sur plusieurs semaines. Et à chaque fois avec des sortes de larmes de joie, avec une émotion particulière. Et donc moi à chaque fois qu'elle m'a raconté ça, je revoyais les images et j'imaginais voilà, ce moment ultra romantique, super beau, etc., quoi. Et quelques mois après, elle va créer une association de dénonciation des violences faites aux femmes, et notamment les violences sexuelles. Et sur sa bio, ou dans sa bio, elle va parler de sa première fois, de cette première fois, mais elle va parler d'un viol. Et donc à ce moment-là, je l'appelle, je lui dis, mais attends, je comprends pas, j'ai lu ta bio et tu parles d'un viol, on parle bien de la même première fois où le gars était comme si, beau gosse, nanana, il t'a plu, machin et tout ça, et il t'avait adoré. Elle me dit oui. Et je lui dis, mais attends, je comprends pas pourquoi tu parles de viol, t'as pas besoin de parler de viol pour être légitime, pour défendre ce genre de. Enfin, défendre des gens qui sont les victimes de ce genre d'action, ou pour te sentir, on va dire, ouais, tout simplement légitime, quoi, pour parler de ces sujets-là, parce que en fait, c'est des sujets importants, et donc t'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit, en fait. Et là, en fait, il va se passer un truc, c'est que elle va me détester, et elle va refuser de m'adresser la parole, elle va me rejeter totalement, en fait, et l'amitié qui a commencé à faire grandir, en fait, va s'arrêter à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai pas du tout compris, parce que je me suis dit, mais voilà, elle est folle, quoi. Elle est tarée, quoi. Et j'ai vraiment pensé ça, je me suis dit, bon, je peux rien faire, j'ai essayé de l'aider, tant pis, quoi. Et avec le recul, avec beaucoup plus d'humilité, j'ai juste compris que, en fait, à force de me raconter en fait cette première fois, elle s'est juste rendue compte que cette première fois ne s'était pas passée comme elle avait revu. C'est-à-dire le moment idyllique où le mec, elle a observé toute la journée qui lui plaisait, vient, et tout ça, dans une ambiance particulière, en réalité, était une situation où elle ne se sentait pas capable de dire non. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, elle va se rendre compte qu'en réalité, elle n'était pas consentante. Et donc, elle va se rendre compte à ce moment-là que c'était une sorte de viol, ou c'était un viol. Et donc, à partir du moment où elle va comprendre ça, et que, en fait, que l'homme en question qu'elle a rencontré a profité de son admiration éphémère pour lui, pour la mettre dans une situation où elle ne pouvait plus en fait sortir et dire non, pas aujourd'hui, pas maintenant, une autre fois peut-être. Et donc du coup, elle s'est sentie violée. Et on peut dire, elle a été violée d'une certaine manière.
Donc à partir du moment où je vais comprendre ça, en fait, je vais me rendre compte que les questions que je vais aborder sont beaucoup plus sensibles et que je ne suis pas totalement peut-être assez informé, assez, comment dirais-je, enfin totalement capable de saisir tout ce qu'il y a à saisir pour aller au bout des choses en fait. Sachant que à cette époque, également pour cette femme et pour toutes les femmes dans son cas, j'avais eu l'idée de monter une application, une sorte de site de rencontre, mais spécialement dédié aux femmes, et qui rassemblerait des hommes qui sont vraiment dans cette idée de respecter les femmes et de faire en sorte que leur plaisir soit la priorité. Et donc ça, c'était un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais décidé de monter, et limite de dédier à cet ami-là, même si à cette époque-là, elle ne me considérait plus comme une amie. Et donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, en affinant à chaque fois les fonctionnalités, en me posant pas mal de questions, en parlant avec pas mal de femmes, etc. Et puis, et au final, j'arrivais pas à trouver totalement la meilleure façon d'avancer dans ce projet et de faire en sorte qu'il sorte effectivement. Jusqu'à ce que je rencontre, et puis j'avais besoin aussi de capitaux, enfin je pensais que j'avais besoin de lever des fonds, etc. Et pour communiquer, pour développer l'application, etc. Et là j'ai rencontré un homme qui, euh, qui m'a dit qu'il adorait aussi les femmes, et qu'il aimait beaucoup les femmes, etc. Et qu'il était prêt à m'accompagner dans ce projet et à limite à trouver les financements. Et à cette époque-là, j'étais seul sur ce projet, en fait, et donc je me suis dit, ah ben en fait, enfin un allié, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir le développer. Et ça va être super intéressant, ça va être top. Et donc pendant plusieurs mois, pendant 9 mois, en fait, on va essayer de développer ces projets-là, ce projet-là, on va en parler tous les jours, on va développer on va créer des designs, on va travailler sur l'expérience utilisateur, enfin tout ce qu'il faut pour ça. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où il faut développer l'application. Et donc là, on réunit un certain nombre de développeurs dans un appartement, parce qu'on organise une sorte de hackathon pour développer cette application qui doit être superbe et qui va, on va dire, révolutionner la façon de voir la sécurité des femmes. Bref. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et là, en fait, dans ce moment d'euphorie, ce qui va se passer, c'est que ce jeune homme va se confier. Et il va me dire, j'ai rencontré une femme sur Tinder et elle m'accuse de viol. Et donc là, je dis, ok, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, il me raconte une version qui, comment dire, étant donné que j'avais déjà écouté plusieurs femmes parler des rencontres qu'elles avaient faites, notamment sur ce type d'application, je savais à peu près en fait ce qui était possible qu'il se soit passé. Et donc lorsqu'il me racontait en fait ce qu'il voulait bien me raconter, je voyais très bien en fait, c'est comme si j'avais des images, comme si j'avais des flashs en parallèle et que je me rendais compte que en fait il se foutait de ma gueule quoi et qu'il me racontait n'importe quoi. Et mais sur le coup je l'ai écouté calmement, tranquillement, sans rien dire. Et quand je suis rentré chez moi et que j'ai repensé, là, j'étais convaincu qu'il m'avait raconté qu'il m'avait pas dit toute la vérité, on va dire ça comme ça. Et le lendemain, je l'ai appelé, je l'ai confronté, je lui ai dit non mais écoute, non, là c'est pas possible, en fait, je suis sûr que ça s'est pas passé comme tu l'as dit, nanana. Il a fini par avouer qu'effectivement, elle ne voulait pas, et que oui, il a un peu forcé, et que machin. Et du coup, là, c'était vraiment un moment vraiment terrible pour moi parce que je me rendais compte que je voulais créer une application pour les femmes, on va dire, et que je le faisais avec un véritable pervers et un véritable agresseur. Bien sûr, je n'avais pas de preuves, donc je ne pouvais pas le faire condamner. Et je lui ai dit à ce moment-là, écoute, dans ce cas-là, je suis désolé, mais le projet il s'arrête pour toi. On s'arrête tout de suite. On avait fait venir une femme dans l'équipe de cette start-up qu'on voulait monter.
Donc on était 3, donc il y avait ce jeune homme et une jeune femme, à qui j'ai expliqué la situation. Et je me disais, étant donné que c'est une femme, elle va comprendre que ce n'est pas possible d'avancer, de continuer ce projet avec ce jeune homme, parce que franchement, ce comportement, c'est pas possible, quoi, en fait. Et il n'est pas dans l'état d'esprit, et puis c'est un agresseur, et puis, enfin, limite, il devrait même être condamné en réalité. Et à ma grande surprise, cette jeune femme va me dire écoute, j'ai parlé à ma mère, qui est conseillère politique, conseillère en communication, qui travaille avec des politiciens, et puis elle m'a dit qu'elle a l'habitude de gérer ce genre de problème et que en fait que même si en fait cette histoire de viol ressort plus tard lorsqu'on lancera l'application, elle saura nous conseiller. Et donc là je me suis dit ça s'arrête en fait, j'arrête et j'étais vraiment dégoûté. Là ça faisait quasiment un an que j'étais à fond quasiment tous les jours sur ce projet. Et je suis rentré chez moi et j'étais marié à l'époque, j'ai dit à ma femme, c'est pas possible en fait. Ils sont tarés, ces deux-là sont tarés en fait. Je peux absolument rien faire avec eux, ils sont fous quoi. Et, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que si j'ai vraiment comme objectif de faire cette application-là, dédiée au plaisir des femmes, bah, il y avait déjà beaucoup d'autres projets qui devaient être mis en place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à me dire qu'en fait, ce projet n'était pas le premier à être lancé, que je devais lancer. Il devait en avoir d'autres. Et là, dans un élan intuitif, je suis allé chercher mon trivial de poursuite. Et j'ai lu toutes les questions. J'ai lu toutes les questions du jeu. Et à chaque fois, j'ai noté lorsque la question concernait une femme. Et enfin, j'ai compté le nombre de questions qui concernaient des femmes. Et à je vais pas dire ma grande surprise, sans surprise, je veux dire, le pourcentage de questions qui concernaient des femmes était extrêmement faible. Je ne pouvais pas vous dire le chiffre aujourd'hui parce que je m'en souviens plus et j'ai pas de trivial poursuite sur moi là en ce moment. Mais c'était ultra faible en fait. C'était je sais plus combien, mais je me suis dit c'est pas possible en fait que un jeu aussi connu ne parle pas de femmes. Et du coup m'est venue l'idée de créer le trivial poursuite spécialement pour les femmes. Et quand j'en ai parlé à mon ex-épouse, elle a trouvé ça génial. Elle a même décidé de m'aider à le faire. Et c'est comme ça qu'est né le projet L'œuf de Yoni, qui est donc un jeu de société inspiré du Trivial Pursuit, mais qu'on a dû adapter en fait sur différents niveaux pour que ce jeu-là soit réellement agréable et que ce soit pas juste un jeu on va dire, de culture générale, mais que ce soit quelque chose qui justement fasse réfléchir, qui interpelle, qui permette une prise de conscience, qui permet de lister, de parler, de mettre en lumière des accomplissements de femmes, des problématiques qu'elles rencontrent dans différents pays, dans différentes situations, etc. Et de faire en sorte que en fait, ce jeu-là soit véritablement une sorte d'archive en fait, intéressante de différents apports faits par les femmes. Apports faits à la planète, à l'humanité. Et donc, dans un premier temps, on était super contents d'avoir eu cette idée. Donc, mon ex-femme s'est occupée du plateau, du design, etc. On a trouvé le nom, je pense, ensemble, ou je ne sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé ou pas. Peu importe aujourd'hui. En tout cas, Yoni nous a parlé tout de suite parce que en parallèle, moi, ce que je faisais, c'est que je me formais à des nouvelles thérapies, des thérapies de détoxification émotionnelle qui sont plutôt destinées à des femmes, dont j'entendais beaucoup parler de Yoni, de massage de Yoni, de l'œuf de Yoni, que les femmes peuvent utiliser pour se reconnecter à leur sexualité, se reconnecter à leur corps, etc., etc. Et donc, puisqu'on cherchait un nom qui devait faire référence en priorité aux femmes, sans être totalement déconnecté des hommes. Donc Yoni, c'était parfait, parce que bien sûr, ça représentait la femme, et puis ça représente
tellement de choses, je veux dire la matrice mère, voilà, je veux dire, ça concerne la femme, ça concerne aussi la terre, ça concerne tous les êtres, etc. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et puis, pour la petite histoire, en fait, j'avais écouté une vidéo de Oussama Ammar, de l'incubateur de Family, où à chaque fois il avait une idée, il avait une façon de présenter les start-upers comme des gens qui faisaient des choses exceptionnelles. Donc il y avait toujours des mecs qui avaient créé leur start-up je sais pas moi, en ayant fait un truc de ouf, c'est-à-dire le mec, par exemple, il a pris l'avion sans passeport, sans visa, limite il rentrait par la soute, etc. Il y avait toujours une histoire un peu comme ça, quoi. Et j'avais dit, en fait, t'imagines ce mec-là, quand on aura monté ce projet, il dira, imagine qu'ils disent, on a créé une déesse, on a créé une religion. Les mecs sont des tarés, ils ont créé leur start-up en créant une religion, quoi, une religion, et une déesse. Et donc, en fait, j'avais dit ça en blague, et finalement, c'est pas devenu une blague. Enfin, on a décidé vraiment de le faire, donc de créer cette déesse qu'on appelait Yoni, et de créer pas mal de choses autour de ça, de ce délire de religion. Aujourd'hui, j'en parle pas trop parce que j'ai compris que c'est difficile d'être dans le deuxième, troisième degré par rapport à ça. Mais moi, j'aimais beaucoup cette idée d'imaginer que Dieu, comme on l'avait vu, avait bougé, avait changé, avait laissé sa place à la véritable source, qui était une femme, et qui était une déesse, et qui était Yoni. Donc j'étais vraiment dans cette idée-là, et c'est ce qui m'a amené à créer tout cet univers autour de ces déesses, etc. Maintenant, il est temps que je vous parle des différents projets, de la mise en place de ceux-ci. Alors, donc comme vous avez compris, il était important de créer des projets, différents projets pour que les mentalités bougent et changent. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est la raison pour laquelle ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer plusieurs projets qui vont amener les gens, d'une manière ou d'une autre, à se poser la question de ce qu'ils peuvent faire pour voir les femmes différemment dans leur vie. Le projet L'œuf de Yoni, le jeu de société, est un jeu super intéressant. Nous avons fait une première campagne qui a marché, et en fait nous nous sommes rendus compte que nous devions vendre beaucoup plus de jeux pour pouvoir lancer la production, pour ne pas être bloqué par les usines, etc. Et donc une autre campagne était nécessaire. Et puis en réalité, on nous sommes rendus compte que ce projet-là, L'œuf de Yoni, le jeu de société, n'était pas la finalité, c'était pas ça qui allait révolutionner totalement les choses, parce que les gens n'avaient pas forcément tous adhéré à un jeu de société, de culture, de général, mais que ce jeu-là pouvait être la carte de visite de Yoni, que ce jeu-là pouvait être la première, on va dire, vitrine de Yoni, et pouvait nous amener à parler d'autres projets. Entre-temps, nous nous sommes séparés avec ma femme, et j'ai pu comprendre que en réalité je me cachais derrière elle pour ce projet. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut que je dise, parce que en fait, et ça me permet de dire aussi à beaucoup de gens qui vont me découvrir à travers ce projet que, bien entendu, c'est pas parce que je fais un projet pour des femmes que je suis l'homme idéal, l'homme parfait, et le genre idéal, etc., etc. Non, je suis simplement un transmetteur de choses que j'ai pu recevoir d'une manière ou d'une autre, et je mets les choses sur la table pour qu'on puisse les faire ensemble. Et donc c'est vraiment ça. Et moi, ce que j'ai pu apprendre de mes différentes relations avec les femmes me sert aujourd'hui à être un peu plus intelligent, on va dire, sur ces questions-là. Notamment sur le fait de faire confiance, sur le fait de ne pas faire la place de l'autre. L'autre, moi dans mon cas, la femme, de ne pas se dire je vais l'aider, parce qu'en réalité elle est assez puissante pour faire les choses, parce qu'en réalité derrière cette aide, ce qui se cache inconsciemment, c'est peut-être une volonté de contrôle ou un manque de confiance en réalité, même si l'autre dit j'ai pas confiance, je sais pas comment faire, etc., je suis pas sûr de réussir à le faire. La confiance qu'on doit avoir, en fait, doit être, ou bien la position, en tout cas celle que j'adopte aujourd'hui, est celle simplement de rassurer la personne et de lui faire comprendre qu'elle a toutes les capacités
de faire ce qu'elle a à faire. Évidemment, si une aide est nécessaire, je peux me rendre disponible pour que ça soit le cas et pour que je puisse la partager. Mais ce qui était très très important ici aussi à comprendre, c'est que les projets que je devais faire pour les femmes, eh ben, c'est moi qui devais les lancer, et que je ne devais pas faire ce que je faisais en général, c'est-à-dire me cacher derrière une femme. Et notamment là, me cacher derrière celle qui était mon épouse. Parce qu'en réalité, j'avais peur d'assumer ce projet-là en tant qu'homme. Et en tant qu'homme qui ne maîtrise pas tout, qui peut dire des conneries, enfin des choses qui peuvent être perçues comme des bêtises ou de l'ignorance, et d'assumer justement ce manque de perfection, quoi, tout simplement. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire, et ce que je fais. Et à partir du moment où j'ai décidé de faire cela, j'ai pu vraiment me lâcher totalement dans ce que je sais faire de mieux. Et ce que je sais faire de mieux, c'est utiliser ma créativité pour bâtir des projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir livrer tout ça, parce que en vérité, ces projets-là, je les avais reçus tous en même temps, de façon totalement, vraiment dans le désordre, et je ne savais pas du tout par où commencer. Je ne savais même pas s'ils étaient reliés, je ne savais même pas s'il y avait une logique derrière tout ça. Je savais juste que ça touchait les femmes. Donc voilà, c'est un peu comme si j'avais reçu un énorme paquet de pièces de puzzle mélangées et qui correspondent à différents puzzles. Et donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire le tri, à dire, bon, voici les pièces qui correspondent à une image, voici les pièces qui correspondent à une autre, etc. etc. Maintenant, il y a 10 000 pièces à chaque fois, donc il va falloir vraiment aller faire ces puzzles, quoi. Et là, pour le coup, j'aurais besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle je lance cette campagne de communication et cette cagnotte. Alors maintenant, je vais vous parler des différents projets, et pourquoi ils sont importants, et pourquoi ils sont complémentaires. Alors, donc l'œuf de Yoni, vous avez compris, c'est un jeu de société qui ressemble à la poursuite. Donc qui permet justement de... Toutes les questions, en fait, concernent les femmes. Et toutes les réponses sont en général des femmes. Il y a juste une seule catégorie qui parle des hommes qui ont pu faire des choses pour les femmes. Et donc, sinon à part ça, la réponse est toujours une femme ou est toujours en fait tournée autour des femmes en fait. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Donc le jeu, en fait, moi mon objectif, c'est pas forcément qu'il soit vendu à des milliards d'exemplaires, c'est pas ça. L'idée c'est que limite qu'il soit même, s'il pouvait être offert, ce serait vraiment nickel en fait. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est que ce jeu-là soit accessible. Surtout accessible peut-être à toutes les générations, de toute façon, mais principalement aux jeunes, en fait, que ce soit disponible dans les lycées, que ce soit disponible dans les facs, etc., et que les gens puissent avoir justement accès à ce jeu, sachant que y a un plateau, comme au Trivial Poursuite, mais que toutes les questions sont sur une application que je vais faire développer. Et ça, c'est très très important, parce que en fait, l'application va permettre justement donc on va devoir jouer, les questions sont sur l'application, et ça me permet en fait de faire en sorte que les questions soient adaptées en fait au public et à la langue. Ce qui me permet parce que c'est plus facile à traduire. Bon, déjà au niveau d'impression du jeu, au niveau écologique, c'est intéressant, c'est sûr. Mais c'est surtout aussi que par exemple, en fait, il y a certaines questions qui vont concerner une certaine population. Par exemple, il y a des questions qui peuvent toucher un Français et ne pas du tout parler à une Argentine. Et donc l'idée c'était de faire en sorte qu'on puisse sur l'application choisir en fait le pays de référence, ou en tout cas la zone de référence, et choisir la langue. Et que l'application s'adapte et que les questions soient du coup justement pertinentes par rapport en fait au profil des joueurs. Et donc ça c'est très très important et c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir vendre le jeu, de faire en sorte en tout cas de vendre le jeu ou de rendre accessible à n'importe qui, quelle que soit sa langue en réalité. Et donc ça c'est très très important. Mais ce jeu-là a pour objectif de générer une certaine somme d'argent, enfin des bénéfices. Et avec les bénéfices, l'idée c'est de faire en sorte de promouvoir et de développer d'autres projets qui ont la même ambition, celle de faire en sorte que la vision que les gens ont des femmes change totalement. Alors, en parlant de cette vision, il y a un terme que j'ai inventé, que j'ai appelé ionisme.
En français, ionisme, tous les mots en isme sont des mots masculins. Mais pour le coup, j'ai décidé que ce mot-là deviendra un mot, il y aura une exception, ce sera un mot féminin. Donc moi, je parle de l'aionisme. Je parle de l'aionisme et très probablement que l'aionisme est une forme de féminisme. Mais je n'ai pas souhaité communiquer sur le mot féminisme parce que déjà, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs visions du féminisme, il y a plusieurs combats qui ne sont pas forcément toujours alignés les uns avec les autres. En tout cas, il y a beaucoup d'opposition. Et pour beaucoup de féministes, on ne peut pas être féministe si on est un homme, etc., etc. Donc il y avait beaucoup de questions. Et de façon générale, pour moi, en tout cas de ce que j'ai compris, c'était plus, le féminisme était plus une, on va dire, bien sûr qu'il y a cette volonté de changer les mentalités, etc., mais plus d'aller vers l'égalité. Et donc c'est un positionnement particulier pour moi, que je respecte évidemment. Mais je me suis dit qu'il y avait un autre positionnement, une autre façon de voir les choses. Et la façon de voir les choses, le positionnement que je préconise, est celui d'imaginer que, comme dans une relation sexuelle, si on veut que les rapports entre hommes et femmes changent, il faut définir une sorte de règle. Et cette règle serait que la femme passe d'abord, et l'homme ensuite. Là, évidemment, si on est dans une relation hétérosexuelle. Et que ce principe-là, qu'il n'y ait pas de relation, c'est-à-dire que l'acte sexuel physique n'arrive que si la femme est prête, est disponible, et a véritablement envie, évidemment. Et à partir de ce moment-là, l'échange peut commencer. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que si on habitue les gens à vouloir faire plaisir, à vouloir créer des conditions favorables, agréables, pour que ce que vivent les femmes soit allégé de tout ce qui peut être allégé, c'est-à-dire tous les jugements qu'elles peuvent avoir elles-mêmes sur elles, ou tous les jugements surtout qu'elles peuvent recevoir des autres, que ce soit des hommes ou des femmes, toutes les injonctions conscientes ou inconscientes de la société, tout ce qui est dans le collectif, on va dire dans l'inconscient collectif, et qui pèse en fait, et qui alourdit le fardeau que portent les femmes, et bien là, oui. Mais dans ce cas-là, il faut créer des conditions pour que tout le monde puisse avoir, d'une certaine manière, un rôle à jouer. Et c'est là, en fait, où les projets se sont développés. Parce qu'en fait, il y avait différentes visions qu'on pouvait avoir. Il y avait différents projets, différents jeux qu'on pouvait proposer. Pour que les gens s'habituent de façon inconsciente et s'habituent de façon, on va dire, un peu comme un enfant, quoi, qui joue à comprendre que, oui, nous pouvons créer un nouveau monde où les femmes vivent différemment. C'est-à-dire vivent une vie plus agréable, plus joyeuse. Oui, nous pouvons créer une sorte de paradis sur Terre pour les femmes. Et je pense que ce paradis que nous arriverons à créer ensemble ne serait que le début d'un âge d'or dans lequel tout le monde trouvera la façon de s'épanouir. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. Et c'est pour ça qu'il me fallait trouver un terme qui correspondait justement à cette vision, à cette doctrine, à cette philosophie, à cette pensée. Et ce qui m'est venu, c'est cette idée de relier quelque chose à cette déesse, une sorte de religion, que j'appelais l'aionisme. Donc je rassure, c'est pas une religion, c'est juste un courant de pensée que j'aimerais voir être partagé avec de nombreuses personnes et qu'on puisse le développer, affiner les définitions, affiner les projets et surtout développer les projets qui seront nécessaires pour que les mentalités changent. Passons maintenant au projet en tant que tel. Le premier projet dont je vous parlais, je l'appelais Yoni Galaxy. Yoni Galaxy, c'est une place de marché. Mais ce n'est pas simplement une place de marché. C'est aussi un média. Ce que je recherche à travers ce projet, c'est faire en sorte que toutes les femmes qui ont des compétences particulières, qui ne sont pas aujourd'hui reconnues parce que elles ont des compétences qui sont plutôt attribuées généralement à des hommes, puissent être retrouvées sur cette plateforme-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
toutes les femmes qui ont des projets à développer et qui ne savent pas comment le faire, qui ne savent pas où les vendre, etc., qu'elles puissent trouver des alliés en fait en ligne sur cette plateforme-là pour vendre ce qu'elles ont à vendre. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, ce sont des personnes, des entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont des projets en fait qui sont vraiment destinés au développement du féminin en soi ou qui sont destinés au bien-être des femmes. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est des personnes qui ne se considèrent pas forcément, qu'on ne s'identifie pas en tant que femmes, qui sont, on va dire par exemple des hommes, qui réellement ont des produits ou des services à proposer pour que tout le monde puisse avoir une autre vision des choses, pour qu'on change la vision qu'on a des femmes, pour qu'on puisse développer le féminin en nous, enfin qu'on soit une femme ou un homme, etc., etc. Donc en fait, cette plateforme-là, elle est vraiment dédiée à l'apprentissage du féminin sous toutes ses formes. Donc avec des produits, avec des services, avec des événements, avec des cercles de femmes ou des cercles d'hommes qu'on peut créer, etc. pour que justement les gens travaillent autour de la visibilité des femmes, autour de la mise en lumière des femmes, autour de la compréhension et le développement de l'énergie féminine en soi. Voilà, ça c'est Yoni Galaxy. Le troisième projet, à part l'œuf de Yoni et Yoni Galaxy, c'est Yoni Stars. Yoni Stars, ou Yoni Stars, c'est un label. Parce que je me suis dit, c'est très très bien de faire avancer les choses, donc dans la rue, les gens sont plus respectueux, chez soi, ça va être mieux, etc., etc. Mais au boulot, c'est n'importe quoi. On te fait comprendre par des mots, par des gestes, par des réflexions, par des regards, ou ou juste par des silences, que tu vaux pas mieux quoi qu'un homme. Et ça, c'est pas possible. Ou que, en fait, l'ambiance est telle que tu ne peux absolument rien dire, tu te sens pas en tant que femme dans une ambiance vraiment agréable pour développer tout ce que tu as à développer. Et ça, c'est pas possible, ça. Donc il faut absolument qu'il y ait une façon d'évaluer les entreprises qui font les efforts nécessaires et indispensables pour que le monde du travail soit un monde qui ne soit pas un enfer pour les femmes. Et je dirais même plus, que le monde du travail devient un monde agréable pour toutes les femmes. Et quel que soit leur statut, quel que soit leur métier. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est pour ça que il est vraiment essentiel de faire en sorte que ce genre d'entreprise, les gens des entreprises qui font justement les efforts pour respecter les femmes dans leurs produits, dans les services qu'ils proposent, en interne, ou dans le choix des fournisseuses, je ne sais pas si c'est dit fournisseuses, enfin des gens en tout cas qui leur fournissent leurs produits, et ben en fait il faut vraiment qu'il y ait ce travail-là qui soit réalisé et que ces gens-là soient d'une certaine manière distingués et qu'on puisse savoir que oui, il existe ce genre d'entreprise à qui on peut faire confiance. Voilà. Donc si c'est pour vendre des super objets à des femmes à des prix faramineux et de payer en fait à l'autre bout du monde des femmes à 3 centimes qui galèrent et qui savent même pas comment garder leurs gamins et qui sont dans la pauvreté extrême et dans la misère, dans tout ce que vous voulez, de difficile, c'est pas la peine en fait. Et c'est pour ça qu'en fait c'est très très important que ça soit un label collaboratif parce que il s'agit déjà de pousser les gens à faire des plaidoyers, mais pas des plaidoyers sous forme, on va dire, ludique, avec des petites vidéos où les entreprises vont terminer à répondre à des questions questions simples. Mais à travers ces questions-là, on va savoir ce qu'il en est vraiment. Et qui est en vote. Et qui est en fait une notation, en fait. Une notation. Donc, c'est-à-dire que chaque réponse envoyée par les entreprises va être notée par un panel de personnes qui sont totalement engagées dans le fait de veiller à ce que tout le monde, compris les entreprises, fasse attention aux femmes et surtout fasse en sorte que les choses se passent bien pour elles. Et donc pour moi ce label il est fondamental parce qu'à partir de ce moment-là on va vraiment savoir qui fait quoi et qui fait quoi de quelle façon. Et ça c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de fliquer, il s'agit d'inciter à faire les gestes qui sont nécessaires, les actions qui sont absolument nécessaires pour que les choses changent dans le milieu du travail. Et ça, que ça se fasse aussi de façon, on va dire,
pas de façon automatique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire semblant, de prendre des super communicants pour faire croire qu'en réalité la société est de telle manière, alors qu'en fait ça se passe autrement. Donc c'est la raison pour laquelle c'est collaboratif et c'est pour la raison pour laquelle que le jury, entre guillemets, le panel de personnes en tout cas qui vont noter les entreprises ne sera pas connu. Et parce que et puis il y aura un certain nombre de témoignages qui pourraient y avoir, qui seront relatés et qui vont faire qu'en fait ce sera très très difficile de mentir en fait. Et donc pour moi c'est vraiment essentiel ce projet-là. Donc Yoni Galaxy pour les entrepreneuses, Yoni Star pour évaluer les entreprises justement qui font les efforts qu'il faut. Ensuite je me suis dit, en fait, il y a des journées comme ça, par exemple le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, les droits des femmes, et c'est très bien, mais est-ce que ça suffit ? Je pense que nous arrivons dans une époque où nous avons besoin de répétition. Et nous avons besoin de répétition, mais de répétition sans forcément de jugement. C'est-à-dire que si c'est pour nous dire tout le temps oui, c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, les gens, je pense que ça marche pas en fait. Je pense qu'à un moment, les gens se disent ah, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, etc. J'en ai marre de me sentir jugé, j'en ai marre de pas faire les choses comme il faut, j'en ai marre de machin. Donc si nous voulons vraiment qu'il y ait une véritable montée en vibration, un véritable changement de conscience, je pense qu'il faut que ça soit dans notre vie de tous les jours que nous sommes amenés à penser au fait d'améliorer les choses, de créer en tout cas une atmosphère intéressante, enfin agréable en tout cas pour les femmes. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait il faudrait que tous les acteurs de la société soient engagés dans une action sur une période relativement longue. Et c'est pour ça que j'ai imaginé les Games of Yoni, ce que j'appelle les Games of Yoni, donc les jeux de Yoni. C'est une période qui revient tous les 3 mois, un mois avant le changement de saison, et qui dure 30 jours. Et pendant ces 30 jours-là, ce qu'on va faire, c'est juste d'inciter inciter tous les acteurs de la société à réaliser quelque chose qui va amener les gens à réfléchir autrement sur les femmes. Donc, il ne s'agit pas de faire un truc pendant 30 jours d'affilée, il s'agit d'avoir une action. Ça peut être une société qui a une action de communication particulière pendant cette période-là. Ça peut être une mairie qui organise une journée spéciale pendant cette période-là, une bibliothèque qui met en avant des livres qui font justement référence soit aux femmes, soit au combat des femmes, soit etc. Donc en fait, chacun peut réfléchir et avoir une idée en fait, et à mettre en place pendant cette période-là. Et je pense qu'au fur et à mesure, s'il y a des concerts, par exemple, plus de concerts de femmes pendant cette période-là, plus de pièces de théâtre qui sont programmées pendant cette période-là, qui justement parlent de la problématique des femmes, etc., ça va amener les gens à, tous les 3 mois, être dans une atmosphère où ils vont réfléchir différemment. Et ce qu'on espère, c'est que pendant les 2 mois où ils ne vont pas être on va dire, sollicités directement, que en fait, cet état d'esprit ne s'envole pas. Et si ça, c'est fait dans plusieurs pays en même temps, il va avoir des actions, franchement, je pense, inédites et incroyables. Et ça va, je pense, ça va faire shifter les gens, faire en sorte qu'ils voient les choses différemment. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel, je pense que c'est vraiment très important. Et donc voilà, ça c'est Games of Yoni. Nous arrivons ensuite à Legends of Yoni. Ce que j'appelle Legends of Yoni, c'est que je suis toujours parti à ce délire en fait d'avoir cette déesse et d'imaginer que cette déesse a pu avoir en fait des sortes de représentants en fait sur Terre qui sont réellement incarnés et qui justement véhiculent la lumière qu'elle a envie de véhiculer en gros quoi, pour faire simple. Et là m'est venue cette idée de faire en sorte de créer ce personnage que j'ai appelé Haneko. Parce que sa vision m'est venue à un moment où j'étais en déplacement au Japon et que voilà, dans une boutique de Manikineko, donc le chat qui accueille, le chat qui baisse la patte, là, comme ça que tout le monde connaît je pense. Lorsque j'étais dans cette boutique, j'ai une sorte de vision en fait du personnage d'Haneko que j'ai créé. Donc j'ai fait une BD sur Haneko.
Et il se trouve que Haneko est un personnage qui a réussi dans le milieu d'IDOM, a réussi dans le milieu de la finance, alors que personne ne l'attendait. Et en fait, avec sa fougue, avec son courage, avec son audace, avec son intelligence, avec son intuition, avec son instinct, avec toutes ses capacités, et notamment tout ce qu'elle a pu, je veux dire, accumuler comme compétences au fur et à mesure de sa vie de femme, bah, elle a pu en fait dépasser des sommets, des records et devenir vraiment une référence. Et à ce moment-là où elle devient une référence, ce dont elle a envie, c'est de partager en fait justement cette richesse qu'elle a accumulée, richesse financière, mais aussi toutes ces compétences qu'elle a envie de partager avec le monde. Et d'une certaine manière, elle a envie, elle comprend qu'elle devient le symbole en fait de la puissance du féminin. Donc à partir du moment où ça c'était clair pour moi, ce que je me suis dit c'était que justement j'allais faire en sorte de créer un objet qui allait représenter justement Haneko et qui allait représenter d'une certaine manière la puissance du féminin, la puissance des femmes. Et donc là je suis reparti du chat japonais, le Maliki Neko, et je me suis dit que j'allais créer une sorte de Maliki Haneko qui serait la même chose, donc le même chat, mais totalement, on va dire, stylisé différemment, stylisé en fonction des couleurs d'un pays. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'aurais des objets comme ça qui seraient des Maliki Haneko, qui seraient des symboles du pouvoir du féminin, de la puissance du féminin, et qui seraient customisés en fonction des couleurs d'un pays pour que justement chaque nation, entre guillemets, ait son objet de référence. Et ça, derrière ce projet-là, il y a plusieurs symboles. Il y a le fait de parler du fait que les femmes du monde, toutes les femmes du monde, vivent des situations ultra difficiles du fait de leur statut de femme. Et elles vivent des situations différentes. Et elles ont des façons différentes de combattre justement ces injustices. Et elles ont chacune une façon différente de montrer leur puissance, de montrer le fait qu'elles n'acceptent pas ce qui leur est imposé. Et donc j'avais envie qu'il y ait un symbole, entre guillemets, qui rappelle des couleurs ou des éléments qui, dans chaque pays, vont faire référence à des choses très particulières et qui vont parler à ces femmes-là, en fait. Ou qui vont toucher même les hommes qui verront ces objets-là, qui les achèteront pour les avoir chez eux, pour garder en tête le rappel qu'il faut se comporter comme il faut, qu'il faut respecter la femme, qu'il faut respecter toutes les femmes, la sœur, la mère, la cousine, la fille, etc., etc., etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et le dernier point, c'était que c'était d'organiser un concours et de trouver des gens qui, justement, vont customiser ces objets-là, qui vont aller chercher, justement, des éléments culturels, des notions qui vont leur permettre d'avoir les bonnes inspirations pour créer ces objets-là qui vont représenter le pouvoir du féminin rattaché à un pays. Et ça, pour moi, ça permet d'ouvrir les consciences aussi bien de ces graphistes-là, mais des gens qui vont voir les résultats de leur travail et de leurs inspirations. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que ça donne un côté un peu magique, avec une sorte de fétiche que l'on crée comme ça et qui crée de façon collaborative aussi, parce que en fait tout le monde va aller chercher des notions, plein de choses et qui vont, je pense, dans la globalité, développer l'intelligence culturelle de l'ensemble de la planète. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et à partir du moment où il y a cette intelligence culturelle-là, on peut aussi créer des ponts entre les discriminations, donc les discriminations qui sont faites aux femmes. Et je pense qu'il y a un pont qui peut être amené vers la discrimination que peuvent subir d'autres personnes en fonction de pas mal de choses, quoi. Et donc je pense que c'est un pont comme ça qui est une passerelle qui est créée et qui permettra justement d'amener à une prise de conscience beaucoup plus globale, au-delà de, on va dire, du combat et de la mission dans laquelle nous engageons pour que les femmes vivent dans un monde un peu plus adapté à leurs envies, à leurs besoins, à leurs attentes. Et le dernier projet, que j'appelle Yoni One, c'est justement l'application que je voulais faire au tout début,
c'est une application qui est dédiée au plaisir féminin. C'est une application où c'est la femme qui décide. Mais pas simplement parce que c'est elle qui envoie le premier message. Non, c'est elle qui décide, vraiment. Et il y a une sorte de présélection, il y a une sorte de concours à organiser pour que la femme puisse choisir justement son ou ses partenaires en fonction de ses envies les plus intimes, de façon totalement sécurisée. Et qu'elle puisse aussi en fait avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités qui vont lui permettre d'échanger avec des gens qui vont pouvoir l'accompagner dans tout ce qu'elle va vivre comme expérience. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. J'en dis pas plus parce que c'est un projet qui doit être encore discuté. Et j'espère que cette campagne que je lance va amener les gens à justement à me contacter, à rentrer en contact avec moi en tout cas, pour que nous puissions réfléchir et développer tous ces projets-là. Et ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est que je n'ai pas mis de montant de cagnotte, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir qu'en partant d'un projet comme celui que je viens de vous présenter, qu'est-ce qui peut être généré en fait ? Combien de personnes vont être touchées ? Et combien de personnes vont s'engager en fait ? Mais sans qu'il y ait parce que en fait, bien sûr, j'aurais pu aller voir des business angels, des investisseurs, des fonds d'investissement, dire ah c'est génial, vous voyez, voilà, si on communique comme ça avec telle influenceuse, on va avoir beaucoup de monde. Non, en fait, c'est un défi. Le défi, c'est de toucher les cœurs sans passer par une campagne marketing de malade, quoi. Non, c'est vraiment, est-ce que ce projet-là vous touche ? Est-ce que vous pensez que c'est important ? Et si vous pensez que c'est important, alors